On passe peut-être pas du côté de la science-fiction, mais en tout cas du côté de la littérature. Et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Marie Desplechin et Mazarine Pinjot, toutes les deux écrivains, et qui vont nous faire part un peu de leur expérience. Et donc je leur laisse la parole sans tarder. Marie Desplechin, on vous écoute. Bien, c'est ça? Ça marche? Oui. À ma place, je ne peux vous offrir que mon expérience, ou une partie de mon expérience, disons, professionnelle. Ça marche pas. Celui-là est bien. Je recommence? Bon, d'accord. À ma place, je ne peux offrir que mon expérience, ou une partie de mon expérience, disons, professionnelle, en ce qu'elle touche à l'écriture, mais une forme particulière de l'écriture qui a été ces dernières années d'écrire avec ou pour ou à la place de un ou une autre. Il a semblé, au moins à Deborah Guterman, que cette particularité pouvait rencontrer le sujet qui vous occupe, et ce, d'autant que mon activité consiste à écrire des récits autobiographiques qui ne sont pas issus, ou du moins pas explicitement de ma propre bio, mais de celle de gens auxquels je peux me considérer comme étrangère, disons qu'on ne se ressemble pas. Pas évidemment. Par là, j'ai le sentiment d'être familière avec ces notions de vérité et de réel, pas que je m'en sois approchée théoriquement, ce qui n'aurait dans mon cas pas grand intérêt, mais pratiquement dans tout le processus de l'écriture, et même par les suites, dans les conséquences de ce qui a été fait. L'avantage d'être quelqu'un qui écrit, c'est de pouvoir se satisfaire de la dimension artisanale de son activité et de laisser à d'autres le soin de tirer les marrons du feu. Le premier livre de ce type que j'ai écrit s'appelait « La vie sauve » et il était co-signé par Lydie Violet, qui était une amie atteinte d'une tumeur au cerveau. Lydie Violet avait été mon attachée de presse quelques années plus tôt, alors qu'elle travaillait aux éditions de l'Olivier et que j'ai publié mon premier roman pour des lecteurs adultes qui s'appelait « Sans moi ». C'est un détail important parce que Sans moi est un récit fondé majoritairement sur une époque de mon existence et qui fait le portrait d'une jeune femme de mon entourage. J'avais voulu... J'avais voulu dans ce roman, je voulais savoir à quel livre, dans Sans moi, m'affranchir de la revendication autobiographique, me placer dans le camp de la fiction, m'autoriser les changements narratifs qui m'arrangeaient et nous protéger, en tout cas c'est ce que je pensais, la personne qui me servait de modèle et moi. Le côté amusant de la chose est qu'une personne dont mon éditeur avait refusé un manuscrit m'a intenté un procès en plagiat. Elle me déniait le droit d'avoir vécu une histoire telle que je la racontais, elle me déniait la capacité de l'inventer et elle en tirait la conclusion que je la lui avais volée forcément. Il a fallu que j'aille quémander des témoignages de vérité ou de réalité à des proches pour me défendre et elle a été déboutée. Mais somme toute, l'histoire était assez banale. Elle a d'ailleurs été traitée et retraitée dans les années qui ont suivi. C'était celle d'une jeune mère de famille et d'une babysitter. L'une des raisons du succès du livre à l'époque résidait sans doute d'ailleurs dans cette banalité. Beaucoup de gens pouvaient y retrouver quelque chose d'eux. Et globalement, les lecteurs ont pris le livre pour ce qu'il était. C'était réel, mais peut-être pas complètement vrai. Et effectivement, avant de l'écrire, j'en avais parlé avec mon modèle afin de ne pas utiliser ce qu'elle ne voulait pas que j'utilise de ce que je savais d'elle. Avant la publication, je lui ai demandé de me relire pour me garantir du dommage que je pourrais lui faire. Et elle m'a assuré qu'elle l'avait lu et que tout allait bien. Et je n'ai appris que bien plus tard, 10 ans plus tard à peu près, qu'elle n'en avait rien fait parce qu'elle n'aimait pas lire. Enfin, des conséquences, il y en a eu. Il m'a été reproché d'avoir utilisé cette jeune fille, cette jeune femme, pour écrire un livre à mon profit. Et elle-même a été troublée par les conseils qu'on lui glissait de me faire à son tour un procès. Heureusement, nous avions des liens assez puissants pour qu'il survive à cette période désagréable. Si j'ai gardé de cette époque un sentiment déplaisant, c'est aussi que j'avais essayé de faire les choses correctement. Parce que je ne crois pas que tout m'est permis dès lors que j'écris. Et je ne pense pas que revendiquer un projet littéraire ou artistique m'affranchit de mes responsabilités humaines ou sociales, au contraire. Je pense que les textes sont des actes et que ces actes ont des conséquences et que ces conséquences méritent d'être évaluées. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, et parce que j'y étais attentive, de parler avec des gens qui s'estimaient manipulés ou abîmés par des récits qu'on avait faits d'eux. Il m'est même arrivé d'être stupéfaite par la peine et le sentiment de souillure qu'ils en gardaient malgré les années.
On peut objecter que la vérité supérieure d'un auteur révèle au lecteur. Alors, je vais reprendre la phrase qui a été écrite. Je veux bien qu'on m'objecte la vérité supérieure que l'auteur révèle au lecteur, vérité qui mériterait bien quelques sacrifices de collatéraux. Mais d'abord, je ne sais pas si j'estime tellement les lecteurs qui se satisfont de toutes sortes de vérités changeantes selon leur goût et celui de l'époque. Mais ce qui me frappait, c'était ce que ça donnait dans le réel, cette plainte qui durait et que j'entendais. Et moi, même si je pouvais le faire, je ne voulais pas le faire. Peut-être que ce souci m'exclut de fait de la catégorie des artistes dont la fonction exigerait qu'ils soient affranchis de la règle générale qui gouverne les relations entre les hommes. Mais très bien, je me suis fait à l'idée que cette personne vivante a pour moi plus d'importance que le livre qu'elle pourrait fournir et que je me fiche bien d'une vérité si sa condition d'apparition est de pulvériser le réel. En optant pour une veine fantastique dans un deuxième roman, je me suis gardée de tout ce malheureux désordre que je pourrais engendrer. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que le fantastique se révélerait beaucoup plus dangereux pour moi en ce qu'il annonce et dévoile. Plus tranquille du côté du réel peut-être, mais beaucoup plus dangereux en termes de vérité. Je n'ai pas eu l'occasion de méditer longtemps sur le sujet parce que la publication a coïncidé avec un changement dans ma vie. L'un de mes enfants est tombé gravement malade, ce qui m'a conduit à revisiter à peu près toute mon existence et ce que j'y faisais. Ce qui est remarquable, c'est de reconnaître dans ce qui vous arrive le matériel d'un récit, d'avoir la conviction de savoir comment exploiter le regard que vous êtes en train de porter sur ce que vous voyez, entendez, éprouvez, et de savoir en même temps qu'à moins de vous détruire, vous n'en ferez rien. Moins parce que vous mettre en scène serait indécent que parce que vous êtes plusieurs à partager l'histoire et que d'autres ont sur elle plus de droits que vous. J'ai été doublée pendant des mois pour vivre ce que je vivais. Je n'avais pas d'autre solution que de me le raconter et dans le même temps, je savais que je ne l'écrirais pas. Comme je ne pouvais pas l'écrire, j'ai fait d'autres choses. Un roman historique pour les enfants, très joyeux, une enquête sur une ville de Saint-Denis assez fouillée, qui était autant de moyens de sortir de ma prison mentale. Et puis, Lydie Violet, qui était une amie, est tombée malade, très malade. Et c'est moi qui lui ai proposé d'écrire un livre avec elle. Je l'ai fait parce qu'elle avait une joie que je n'avais pas, un courage obstiné qui était contagieux, un phrasé, une musique que j'aimais entendre et dont je pensais que j'arriverais bien à rendre quelque chose. Je l'ai fait aussi parce que travailler avec elle serait une très bonne raison d'aller la voir chez elle à Gentilly régulièrement. Si parce que faire un livre est une bonne occupation quand on ne travaillait pas, et elle ne travaillait plus, enfin pour un tas de raisons qui n'étaient pas du tout littéraires. Et pour une autre raison, je ne voulais plus être un auteur. Il y avait dans la position de l'auteur quelque chose qui me dégoûtait désormais profondément. Mais je voulais écrire quand même, parce que j'en avais besoin, et parce qu'écrire sur le malheur de Lydie était écrire sur le malheur, sur sa part de réel et sa possible vérité, et il fallait bien que je le mette quelque part, le mien. Elle a accepté et nous avons fait ce livre. C'est-à-dire que je suis allée chez elle bien souvent, que nous avons beaucoup parlé et finalement j'ai écrit. Avec elle, j'ai bricolé une petite méthode faite de propositions, de relecture, de correction, d'aménagement, de contraintes et de confiance. Et ce faisant, semaine après semaine, elle a absorbé ce qui m'arrivait ou je me suis absorbée dans ce qui lui arrivait. Souvent, je lui ai dit ce qu'elle aimait beaucoup, qu'elle était mon héroïne de fiction préférée. Je trouvais ça magique d'être à deux dans cette affaire. C'était un livre, mais c'était beaucoup plus qu'un livre. La sortie a été magique, elle aussi. Hier, elle était malade et maintenant, elle était écrivain. Elle passait à la télé, elle répondait aux interviews. Nous sommes allés de salon en salon et ça s'est terminé par un prix. J'ai tellement d'anecdotes que je pourrais bien sûr en faire un livre avec le recul, mais sans elle, ce n'est plus très intéressant. Ce livre, qui aurait pu paraître sous son seul nom, est signé de nos deux noms, parce que je n'étais pas un écrivain fantôme caché derrière elle, mais son associé. Je n'étais pas payée par une maison d'édition pour écrire. Nous étions deux à l'initiative. Il s'agissait bien de notre travail commun dans lequel n'entrait pas de lien de subordination. Je me suis fait la réflexion à plusieurs reprises qu'elle réagissait en public comme si elle avait écrit chacune de ses phrases, et certainement elle le pensait, et c'était un sentiment troublant. Mais en même temps, c'était un sentiment très heureux de disparaître. Je me sentais libérée de la charge d'imposture et même de vanité à laquelle on échappe difficilement quand on fait l'auteur. C'était peut-être inouï
d'arriver à être à ce point dans le présent. Plus tard, une amie commune m'a proposé de retenter l'expérience avec elle. Il s'agissait de faire le récit de sa jeune vie, une amie commune avec Lydie. Il s'agissait de faire le récit de sa jeune vie, marquée par le deuil et une carrière fulgurante de boxeuse. Le lien d'amitié avec Lydie et ce que je savais d'elle était autant de raisons d'y aller. Elle savait comment on s'y prend pour survivre. Je me suis appuyée sur ce que j'avais appris, la méthode confiante et le bricolage. Et rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Aya parlait peu, très peu. Il a fallu chercher, enquêter, supposer, proposer. Et comme un miracle, les mots sont peu à peu venus constituer une forme, les mots donc les miens, les mots écrits, sont venus constituer une forme dans laquelle elle a pu se glisser et qu'elle a fait sienne, ou presque. Tout en me doutant que la publication serait brutale, je n'avais pas mesuré la déflagration qu'elle entraînerait pour elle. Cette histoire qui était la sienne, elle ne l'avait jamais encore racontée, même à ses amis les plus proches. Et elle était écrite, qu'elle le veuille ou non, par une autre qu'elle. Avec son accord peut-être, avec ses corrections, ses remarques, ses ajouts et ses retraits, mais pas avec ses propres mots. Il m'a fallu du temps pour mesurer la violence de ce qu'il lui fallait encaisser. Et il lui a fallu du temps, à elle, pour accepter que ce livre soit un étrange objet, le nôtre, pas le sien, une fiction d'elle-même. Elle le portait publiquement, mais comment se l'approprier? Et qu'est-ce qui était réel? Et qu'est-ce qui restait vrai? La solution gagnante a été pour elle d'écrire un autre livre, signé de son seul nom, de se confronter autrement avec de l'écriture, et à cette condition de pouvoir garder notre étrange objet. Et à cette condition, nous avons pu garder notre étrange objet comme une étape heureuse, mais pas seule dans sa construction. J'ai trouvé dans cette écriture avec, pour, à la place d'autre, comme un passage secret entre ce pouvoir particulier que confère l'écriture et le réel fragile et excitant dans lequel il s'exerce. Merci beaucoup, Marie Desplechin. Je vais passer la parole tout de suite à Mazarine Pinjot et ensuite on discutera tout ensemble de cette pratique d'écriture qu'est la vôtre. Alors, voilà, c'est bon. Ouais, je sais pas. C'est peut-être plus simple comme ça. Oui, alors, pardon, je vais être beaucoup plus théorique et moins intime et je m'en excuse d'avance. J'ai une position un peu compliquée parce que je suis enseignée aussi dans cette faculté. Et donc, je ne sais jamais à quel titre je dois parler, en fait. Bon, ici, c'est au titre d'écrivain, mais ce qui rend toujours la chose un peu plus complexe. Bon. Voilà, oui, mais vous, c'est une question un peu abyssale. Donc, voilà, il y aura quand même une manière peut-être un peu théorique, un biais un peu théorique, dont je m'excuse par avance, mais peut-être que la discussion permettra des échanges plus risqués, je dirais. Alors, la question de la vérité en fiction a déjà fait couler beaucoup d'encre. Je vais pas aller de ce côté-là. Je vais quand même parler d'un point de vue personnel. Marthe Robert a écrit un très beau livre sur le mensonge romanesque, la vérité du roman, etc. Et donc, il faudra s'entendre sur ce que signifie vérité, étant entendu qu'elle ne s'oppose pas à la fiction. Et que pour autant, on pourrait se demander s'il existe des fictions mensongères. C'est une question tout à fait légitime. Je ne sais pas si ça peut vouloir dire quelque chose. Il va de soi que le romancier, l'écrivain, en général, cherche quelque chose de l'ordre d'une vérité. Et il faut donc d'emblée évacuer le hiatus qu'il pourrait y avoir entre vérité et fiction. La question du réel est peut-être plus complexe. D'abord parce que le réel est à la fois un référent, mais aussi c'est ce qui est incessamment manqué, ce qui est transformé et ce qui reste, c'est-à-dire ce qui reste en dehors de la littérature. Et pourtant, la littérature a, il me semble, cette vocation d'éclairer le réel. Et elle ne l'éclaire que parce qu'elle s'en sépare, d'une certaine manière, ou le fait entrer dans son champ dans lequel le réel, en gagnant du sens, perd en réalité. Alors la vérité est question de mots, et plus précisément de prédication, de phrases, là où commence le sens. Le réel est en deçà. Dès lors qu'il y a narration, le réel entre dans le champ de la vérité.
Du moins, la question de la vérité se pose-t-elle relativement au réel, mais aussi relativement à la cohérence interne du texte. Alors pour ma part, et puisque j'ai écrit aussi bien des essais, des récits autobiographiques, ce qu'on pourrait appeler peut-être aujourd'hui, mais j'en suis pas sûre, de l'autofiction, et des romans, le référent à chaque fois n'est pas le même. Le réel dont il est question, si tant est qu'il est question d'un réel, en tout cas n'a pas le même degré. Un réel que je cherche à dire dans un récit est le référent premier, mais ce même réel qui produit la fiction ou qui est à la source de la fiction, car comme tel, le réel ne produit rien, est aussi d'une certaine manière un référent au second degré. La matière, en réalité, est la même, parce qu'elle est en forme de question. C'est ce réel qui demeure un mystère, ce trou, ce vide dont on parlait tout à l'heure, que l'écriture cherche à combler. Et pour moi, comme pour beaucoup d'autres, le réel, c'est l'enfance. Alors il n'y a pas de vérité de l'enfance, mais d'elle peuvent naître diverses vérités, différentes vérités. Ce sont tous des romans, ou ce sont tous les romans, mais aussi tous les autres textes que j'ai écrits. Des textes qui sont donc mus par une recherche de vérité. Ainsi, la vérité est bien ce que je cherche, quel que soit le support d'écriture, y compris d'ailleurs dans ma recherche philosophique, ce sont les mêmes questions qui m'occupent. Chaque lieu d'écriture est pour moi l'occasion d'expérimenter, dans un cadre précis, les interrogations et peut-être les débuts de réponses qui sont les miennes depuis que j'ai commencé à écrire. Alors, je crois qu'on cherche tous une vérité quand on écrit. En tout cas, pour ma part, je suis mue par cette quête, ce qui entrave d'ailleurs beaucoup l'imagination, ou en tout cas qui la meut sur des chemins qui ont leur logique propre. Lorsque j'invente un personnage, très vite, il suit son destin qui est en réalité sa cohérence psychique. Tout n'est sans doute pas déterminé, mais il y a ce que j'appellerais donc de préférence une véracité plutôt qu'une vérité, qui m'est absolument nécessaire pour écrire. C'est même elle qui me guide. Alors, la véracité des personnages, la véracité de l'époque aussi, je n'arrive pas à m'extraire de cette véracité-là. Sans doute est-ce aussi que je cherche depuis longtemps à mettre des mots sur des vides. Je cherche à dire. Dire ce qui ne peut pas l'être, dire ce qui est frappé d'un interdit. Et enquêter à travers la fiction et l'écriture sur ce que ça fait de ne pas pouvoir dire. Alors pour cela, je dois inventer de nouveaux personnages qui se chargeront d'assumer l'une des conséquences de ce point de départ. Point de départ qui peut prendre racine dans différentes circonstances, dans la fiction, la clandestinité par exemple, les secrets de famille, les tabous historiques. Mes romans sont donc des variations de mes récits, mais avec des personnages inventés qui n'ont de différent avec de vraies personnes que le fait de n'exister que dans les livres. Mais leur véracité est tout autant réelle que celle des vraies personnes. L'écriture, de fait, fait entrer dans le champ symbolique où quelque chose du réel, je le disais tout à l'heure, ne peut pas se dire, mais où quelque chose du vrai peut se saisir. Je crois que c'était exactement cela, l'écriture. En tout cas, pour moi, c'est à cette place que j'assigne mon travail d'écriture. Elle cherche le vrai au détriment du réel, mais parce que le réel n'est rien avant d'être saisi par les mots, ou plutôt le réel est terrifiant avant d'être ressaisi par les mots et dans une narration. Et sans doute ne peut-il être intégralement ressaisi par cette narration. Ainsi, c'est lui que cherche la narration, ce réel, cet indicible, cet irréductible, ce qui meut, ce qui est imprenable, ce qu'on ne peut pas attraper. Ce qui permet aussi d'élaborer des chemins de vérité qui l'encerclent sans jamais le saisir. L'écriture me semble être cette dialectique-là. Alors, je suis à cet égard très proche d'une page de Jean-François Lyotard, que je ne vais pas pouvoir résister à vous lire,
C'est l'avant-propos de ces lectures d'enfance qui sont donc des analyses de grands textes littéraires et philosophiques, de Joyce à Kafka, en passant par Arendt. Et donc je vais lire cette page qui est très courte, mais qui dit beaucoup mieux que je ne l'expose, le fond même de mon propos. Nul ne sait écrire, chacun, le plus grand surtout, écrit pour attraper par et dans le texte quelque chose qu'il ne sait pas écrire, qui ne se laissera pas écrire. Il le sait. Les récits et les assis que les présentes lectures relatent ont été parcours en suivant la piste de cette misère, comme une frontière, à la fois dehors et dedans. La ligne de déception circonscrit un objet pour la réflexion, là-bas, et elle travaille le texte au plus près, à même son écriture. La chose dont ces écrits divers sont en souffrance porte divers noms, des noms d'élision. Kafka l'appelle indubitable, Sartre inarticulable, Joyce inappropriable. Pour Freud, c'est l'infantile. Pour Valéry, le désordre. Pour Arendt, la naissance. Baptisons-la infantia, ce qui ne se parle pas. Une enfance qui n'est pas un âge de la vie et qui ne passe pas. Elle hante le discours. Celui-ci ne cesse pas de la mettre à l'écart. Il est sa séparation. Mais il s'obstine, par là même, à la constituer comme perdue. À son insu, il l'abrite donc. Elle est son reste. Si l'enfance demeure chez elle, ce n'est pas quoique, mais parce qu'elle loge chez l'adulte. Alors voilà, on pourrait appeler cette inappropriable ou cette infantile, cette infantia, le réel. Et ce qui me la quête, l'origine à laquelle il est simplement impossible de revenir, trace un chemin de vérité, ou plutôt des esquisses de vérité. Mes esquisses de vérité, ce sont les grands thèmes qui traversent mon travail et auxquels je ne peux rien, qui reviennent sans cesse, bien malgré moi, et dont je me rends compte d'ailleurs la plupart du temps après coup. Il faut toujours être un peu inconscient lorsqu'on écrit. Le temps de l'écriture est un voyage en immersion qui ne nécessite aucune lucidité. La lucidité, en général, vient après. Les thèmes récurrents, je pourrais ainsi les énumérer comme dans une liste, mais bien sûr, ils s'enchevêtrent, ils se tricotent. Ce sont les fils de la pelote que j'ai pu tirer une fois les livres achevés. Alors, je vais en donner quelques-uns. Il y a d'abord le secret et le tabou, l'interdiction de dire, que j'ai noté tout à l'heure, l'empêchement de dire. Alors, par exemple, dans Théa, avant-dernier roman, les parents pieds noirs d'Algérie qui n'ont jamais parlé de leur passé là-bas une fois arrivés en France. L'un des personnages qui s'appelle Antoine et qui doit cacher quelque chose qu'il a laissé en Argentine, une culpabilité, mais aussi un secret qui est lié à la situation politique de là-bas. Dans Marat, un autre roman, Le tabou de l'inceste. Dans Magda, mon dernier livre, Le passé interdit, où il y a eu un acte qui est indicible et d'où la clandestinité. Mais aussi dans Bouche cousue et Bon petit soldat, qui sont des récits, là, pour le coup, non fictifs, le fait de n'avoir pas le droit de dire ni de revendiquer sa filiation. Alors c'est sans doute la corde qui continuera de vibrer et de produire du récit, à défaut d'autre chose. Le deuxième thème que je pourrais identifier serait le visible et l'invisible, être visible et être invisible, le pouvoir de l'image, le masque de l'image comme écran, l'image qui empêche de voir, l'image hors récit, justement, celle qui échappe au symbolisme, donc l'image qui foudroie parce qu'elle est illisible. Un troisième thème serait peut-être la transmission, et notamment quand elle est mal faite, par le retour du refoulé, quand on ne transmet que par le silence, dans une logique transgénérationnelle. C'est aussi un thème que j'aime beaucoup explorer, la question du transgénérationnel. Un quatrième thème serait la rencontre entre l'histoire
un grand H, et l'histoire individuelle, donc le point de jonction entre le collectif et le singulier, à part Le cimetière de poupées, qui est un des romans que j'ai écrits. Mes romans ne sont pas du tout intimistes, du moins en tout cas l'intime est toujours travaillé par le collectif, et ce collectif apparaît dans l'intime, soit sous la forme du déni, soit sous la forme du préjugé, soit sous la forme de l'idéologie, ou encore une fois sous la forme d'une appartenance compliquée. Et enfin, je dirais la question de la mémoire ou de l'amnésie, ou de l'absence de mémoire, et la façon dont cette absence de mémoire finit par écrire un récit, qui est celui de la répétition et de la tragédie. Mais aussi, ça c'est un thème qui m'intéresse, je continue aussi de travailler par ailleurs en philosophie, comment le récit crée de la mémoire, se substitue à la mémoire, fait mémoire, et finit par remplacer la mémoire lacunaire. Alors, toute forme de narration, je l'ai dit, s'éloigne du réel, le fait entrer de force dans le cadre du symbolique, où il est alors soumis à la question de la vérité et ou de la fausseté. Si on prend maintenant le réel dans le sens très commun du terme, c'est-à-dire le réel comme ce qui a effectivement eu lieu, pour le romancier, cette question n'est pas forcément très intéressante, enfin pour moi en tout cas. Le romancier n'est pas l'historien. Après tout, à partir des mêmes prémices, quelque chose d'autre pourrait avoir lieu. C'est alors même que ça devient assez intéressant. Mais cette autre chose ne peut pas échapper aux lois d'une certaine cohérence. Et donc le réel, comme purement factuel, soit n'a pas d'intérêt, soit est au contraire trop écrasant. Alors, j'ai écrit un très court livre qui s'intitule Pour mémoire et qui raconte comment un jeune garçon qui n'a pas été préparé, qui n'a pas été accompagné, à qui la parole des parents manque, réagit face à des images qu'il voit un petit peu comme ça par effraction, de nuit et brouillard, et son incapacité justement à symboliser son anorexie, son traumatisme, enfin tout ce qui s'ensuit. Et ici, pour le coup, le réel, ce qui a eu lieu, rejoint le réel au sens du non symbolisable, de l'indicible, et alors il est trop imposant. Pourtant, donc, le roman ne peut jamais s'éloigner trop du réel en tant que le factuel. Par exemple, pour moi, il importe au plus haut point d'être très attentive au contexte, à l'époque, aux modes, aux musiques, à tout ce qui traverse chacun des individus et le constitue aussi. Ce réel-là, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le roman le réalisme, d'une certaine manière, une certaine attention au réalisme. Et il est vrai que, en tout cas pour ma part, moi je serais assez incapable d'écrire, par exemple, de la science-fiction, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a toujours aussi évidemment à voir avec le réel. C'est souvent un réel possible qui serait déjà logé dans les potentialités du présent. Alors, il existe évidemment d'autres types de littérature qui flirteraient peut-être plus avec la poésie, qui s'émanciperait plus de l'autorité du réel. J'aime beaucoup ce type de littérature, mais ça n'est pas la mienne. Donc, on pourra en parler plus tard. Donc, pour conclure, et si je dois résumer mon propos, si l'enfance est le réel, à la fois ce qui a eu lieu et n'est pas symbolisable, il demeure ce qui produit du langage comme quête d'une vérité à son propos. Une vérité qui la manque toujours, et pourtant s'en approche. Une vérité qui produit de la fiction. Alors peut-être faudrait-il introduire ici le terme d'expérience, mais ça ouvre une toute autre voie, enfin une voie adjacente. L'expérience comme subjectivation d'un réel, l'expérience comme ce dont Benjamin constate le déclin, le cours de l'expérience a baissé, écrit-il. Et c'est peut-être cela qui inquiète le plus en réalité la littérature, car le réel ne vaut rien sans expérience, ni la vérité qui demeure un mot vide. Écrire, c'est faire l'expérience de l'un comme de l'autre. Merci beaucoup. Donc
Donc un grand merci encore une fois à Marie Desplechin et à Mazarine Pinjot pour ces deux textes, ces deux interventions qui nous font plonger dans l'expérience effectivement de leur écriture. Et il est vrai que vous avez conclu en effet votre intervention sur ce terme d'expérience, Mazarine Pinjot, en disant, bon là ça nous amène un petit peu ailleurs, mais on est vraiment au cœur de cela, c'est-à-dire que la première phrase de l'intervention de Marie Desplechin traitait de l'expérience, et la dernière phrase de votre intervention traite de l'expérience. Marie Desplechin qui commence son texte en disant que à sa place, elle dit, à ma place, je ne peux offrir que mon expérience. Et vous, Mazarine Pinjot, vous concluez effectivement cette intervention sur justement le réel qui ne vaut rien sans expérience, et ni la vérité qui demeure du coup un mot vide, et où vous finissiez en disant écrire c'est faire l'expérience de l'un comme de l'autre. Donc l'expérience comme centrale, comme ce qui d'une certaine façon est le lieu où s'éprouve le nouage entre la vérité et le réel dans l'écriture, et qui, au fond, pour chacun, si le réel, comme vous l'avez proposé, est cette enfance, eh bien, quel nom vient recouvrir d'une certaine façon l'enfance pour l'une et pour l'autre. Il y a deux signifiants peut-être qu'on peut détacher là, et qui m'ont semblé importants dans vos deux interventions. C'est pour Marie Desplechin celui de la survie. Donc le nom qui recouvrirait d'une certaine façon cette enfance, c'est celui de la survie. Et vous, Mazarine Pinjot, la question du secret. Et de l'un à l'autre, au fond, l'expérience d'écriture, la pratique d'écriture, on voit bien que là, il y a la dimension, en effet, toute artisanale, qui amène à cette épure et à cette tentative pour serrer au plus près ce qui vous meut, et dont Marie Desplechin disait que c'était là que les autres tiraient les marrons du feu, mais enfin, aussi, chacune d'une certaine façon les tire dans la manière dont elle rend compte de son expérience singulière à cet égard. Et il m'a semblé que si on reprend la proposition effectivement de Lacan, qui dit à la fois que l'artiste ferait la voix au psychanalyste, c'est ce qu'il dit dans son hommage au ravissement de Lolvestein, de Marguerite Duras, et bien ce qu'on apprend aussi avec vous dans la manière dont vous présentez votre pratique, à la manière dont, à vous lire, il y a deux choses moi qui m'ont frappée, l'une à la lecture des romans de Marie Desplechin, et l'autre qui m'a frappée d'autant plus en entendant votre intervention et en la lisant au préalable, c'était pour la première, pour Marie Desplechin, ce qui m'a marqué, c'est la place de l'humour ou du mot d'esprit, du Witz, dans la manière dont tu écris, et où, pour approcher le tragique de la vie, pour approcher la fragilité de l'existence et, au fond, cette question de la survie, eh bien, on en passe un peu par l'humour, par le mot d'esprit, pour justement essayer d'être au plus juste à l'égard de ce tragique et ne surtout pas le ridiculiser. Et donc ça m'a semblé être un point très important dans ta manière d'écrire. Et de l'autre côté, j'ai été frappée par ce signifiant que vous employez, Mazarine Pinjot, qui est celui de véracité, qui n'est pas tout à fait synonyme de vérité, puisque déjà on y entend à la lettre près la voracité, la dimension pulsionnelle d'une recherche, et dans cette dimension vorace, ou la voracité de l'authenticité. C'est-à-dire, quand vous dites est-ce qu'il y a des fictions mensongères, ben, sans doute, oui, au-delà de la vérité menteuse, la fiction mensongère, c'est celle qui est inauthentique, qui sonne complètement toc, et où on voit que dans votre recherche, ce qui compte beaucoup, c'est d'essayer de vous approcher au plus près d'une époque qui puisse permettre de faire saillir quelque chose qui soit complètement incarné et qui soit le plus authentique possible. Et donc, voilà, c'était quelques remarques sur lesquelles peut-être vous pourrez rebondir à la fin de cette séquence, si nous en avons le temps. Et je laisse la parole à France Jégu et à Carolina Koretsky pour lancer cette discussion à propos de vos interventions. Je vais d'abord poser une question à Marie Desplechin. J'étais très intéressée par le passage entre 100 mois et La vie sauve.
Alors évidemment, ça s'éclaire un petit peu aujourd'hui parce que j'apprends que donc vous aviez écrit, alors je suis très énervée parce que je ne l'ai pas lu pour le coup, le texte plus fantastique qui fait jonction, dont vous avez dit quelques mots aujourd'hui. Alors, donc, si Mazarine Pinjot parlait de ce réel qui ne se parle pas, ce qui m'a frappé en vous lisant, c'était que justement vous donniez la parole à ces héroïnes de fiction, vos héroïnes que sont Lydie Violet, Aya, la boxeuse, etc. Alors, vous le faites de façon différente, et il y a des personnes qui, d'ailleurs, vous l'avez dit aujourd'hui, prennent la parole plus ou moins volontiers. Parce que autant on entend bien, vous avez parlé à un moment donné de la musique et du phrasé de Lydie Violet, et j'ai entendu les émissions que vous lui aviez consacrées, enfin je pense que c'est vous qui les avez réalisées sur France Culture, où effectivement on entend tout à fait cette voix de Lydie Violet. Vous avez dit d'ailleurs qu'elle s'était approprié le récit au point que c'en était presque troublant pour vous. Oui. Et en revanche, Aya, pour le coup, et Olivia, enfin celle que vous appelez Olivia dans 100 mois, les choses ne se sont pas faites de manière aussi évidente. Voilà, alors ma première question, ça concerne le titre 100 mois. Alors, ça m'a beaucoup turlupiné. Alors, voilà ce que je vous propose, parce que j'ai beaucoup réfléchi. Donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas un rapport entre ce titre que vous avez donné à ce roman et le métier que fait votre narratrice. Dans le livre, moi j'ai compris qu'elle était en fait nègre. Elle écrit la nuit. Voilà, elle écrit la nuit, toute la nuit, etc. Bon. Alors, il y a un passage absolument inénarrable où elle et son collègue se font recadrer par leur supérieur hiérarchique qui leur dit « Non, mais c'est quoi ce que vous m'avez donné? C'est ni fait ni à faire. Il manque c'est des phrases sans verbe. » Elle dit « Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de verbe. » Alors, la première chose que je me suis demandé, du coup, je me suis dit « Est-ce que 100 mois pourrait décrire ce type d'écriture, ce à quoi elle se livre dans dans son métier, en fait, votre narratrice, une écriture qui est tellement occupée d'un réel qui ne vous appartient pas, donc une sorte d'écriture de commande, qu'elle est sans voix, désincarnée, sans verbe, du coup. Bon. Mais, en même temps, depuis que je vous ai entendu aujourd'hui et que je vous ai lu au préalable, parce que j'ai eu la chance d'avoir votre intervention avant, vous avez parlé, donc c'est très émouvant, de ce sentiment très heureux de disparaître, d'être libéré de cette charge d'imposture et de vanité quand on fait l'auteur. Et du coup, je me suis demandé si le 100 mois ne pouvait pas aussi bien décrire une sorte de place vide de l'auteur qui se fait passeur, justement, et qui donne la parole. Ben oui. En fait, 100 mois, ouais. 100 mois, c'est pas moi qui avais trouvé le titre, c'était mon éditeur, Olivier Cohen, qui trouve des bons titres. Et il correspondait à une phrase du livre où la narratrice disait « Il me semblait que le monde serait mieux, sans moi. » Que le monde irait mieux sans moi. Parce qu'en fait, la personne est déprimée, donc est complètement en retrait. La personne qui dit « je », mais qui est probablement moi, encore que. Et donc voilà à quoi c'était dû. Et alors, dans 100 mois, cette narratrice fait de la communication. Elle n'écrit pas au sens de écrire pour à la place de. Elle ment, en fait. C'est la communication, c'est la propagande, mais c'est un mensonge qui est organisé, c'est une activité que les gens ne devraient pas faire tellement c'est horrible à faire. C'est-à-dire vous devez arriver à penser, parce que pour écrire, il faut le penser, il faut que ça passe par vous, il faut que ça passe par vous. Enfin, c'est vraiment physique, quoi. Et donc vous allez écrire un monceau de choses dont vous savez que non seulement elles sont mensongères, mais probablement toxiques, puisque moi j'ai fait tous les coups pourris des années 80, je les ai faits. Pour faire le texte, pour dire aux gens des choses dont vous savez que c'est faux. Et en plus, il y a cette question de la forme. Donc, cette personne, parce que c'est très inspiré de faits réels, sans moi. Et vous êtes face à une personne qui travaille dans la com, mais c'est la personne qui commande. Et vous êtes la personne qui exécute, puisque vous écrivez. Elle vous dit ce n'est pas du tout bien écrit. Et avec des remarques, il y a des phrases sans verbe, par exemple. Et ce sont des gens qui sont, comme ils vous paient, c'est eux qui ont le pouvoir, puisque tout ça n'est qu'une question d'argent. À la différence d'un autre type d'écriture. L'écriture, donc ça c'est le 100 mois. Dans l'écriture, après, avec Lydie, c'est vrai que c'est un soulagement de ne pas être l'auteur et que je trouve que c'est une expérience qui est épouvantable. Je ne sais pas ce que tu en penses de l'exposition, et la socialisation de l'activité d'écriture qui est sous couvert d'être une chose, de relever quasiment d'une métaphysique, c'est-à-dire d'être désincarné, toute chose héritée du 19e siècle. Hein.
En fait, j'étais juste très, très socialisée. Donc, c'était très agréable. Et au départ, la formation, une formation à un métier, le métier que j'avais appris, c'était journaliste. Et si quelque chose m'avait plu dans l'idée de devenir journaliste, c'était ça, c'était passer la parole, en fait. C'était la musique des autres. Et j'aime bien la musique des autres. Voilà, je trouve ça intéressant. Je trouve et donc, ça suit ça. C'est une profession que j'ai assez peu exercée, ou j'ai exercé par moments, et puis, mais tout ça est assez lié. Est-ce que ça répond en quelque façon à la question que vous posiez? Voilà. Je vous en prie. Et sinon, ouais, pour cette idée de réel, j'étais très intéressée par ce que vous disiez, votre intervention. Parce qu'on a souvent cette impression-là quand on peut écrire aussi, c'est-à-dire c'est inaccessible en fait. C'est vraiment le territoire inaccessible, et en fait l'écriture est un des moyens qui va vous permettre de l'atteindre. C'est-à-dire qu'on n'est rien d'autre chose que du récit en fait. On n'est jamais que ce qu'on raconte, on n'est jamais chacun individuellement et collectivement que la manière dont on va retranscrire ce qu'on perçoit. Et le fait qu'on retranscrive ce qu'on perçoit, qu'on en fasse cet exercice, cette attention, ça va le modifier. Et ça m'avait vraiment frappé. C'est-à-dire, vous n'écrivez pas sans conséquence sur, à moins de faire de la science-fiction, à supposer que personne ne se reconnaisse dans la science-fiction, et il est bien possible que soit votre mère, soit votre cousine s'y reconnaissent à un moment. Donc, en fait, vous le modifiez, vous ne l'arrêtez pas. On a souvent pensé, alors peut-être ça l'arrête quand tout le monde est mort, mais après, à quoi bon? C'est bien que les textes continuent à durer quand les auteurs sont morts, mais comment... Hein? Non, mais il y a un effet vraiment... Moi, je trouve ça fascinant, le truc du présent, en fait. Que l'écriture, c'est dans le présent. Et souvent, les auteurs ou les écrivains, ils ont un rapport très particulier avec le temps, où ils s'en abstrairaient, ils se mettraient avant les grands écrivains, ou après l'écrivain ou sa postérité. Et en fait, ce qui se passe, en fait, c'est maintenant. Voilà, et le fait d'écrire avec quelqu'un, ça permettait aussi d'être dans ce présent-là, parce que l'histoire, ces histoires que j'ai vécues, il y a eu ces deux histoires-là, mais il y en a eu d'autres aussi, d'autres façons pour les enfants aussi. C'est une expérience, c'est dingue, c'est dément. C'est comme les petites bulles, là. C'est comme de la supraconductivité. Est-ce que ça répond? Ça extrapole même. J'en ai d'autres. Ah bon, c'est vrai? Non, mais moi, après, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci. Je repose une question à Marie Desplechin, du coup. Mais merci pour cet exposé qui éclaire si bien votre travail, surtout cette méthode d'écriture à quatre mains. Je vais poser une question autour de la fin de votre exposé, notamment sur deux des textes écrits autour de cette méthode qui est Dambé et Sotik, que j'ai lu avec très grand intérêt. Enfin, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup touché, Sotik. Je veux dire deux mots. Donc, Dambé, comme vous avez rappelé, donc c'est coécrit avec Aya Sissoko, champion du monde de boxe. Il y a eu, on l'apprend dans les livres, un passé traumatique, un passé lié à la disparition tragique des siens. Et aussi, mais il y a Sotik, qui a été également écrit du coup avec Sotik, puisque les titres, c'est les prénoms de cet homme d'origine cambodgienne, que vous avez rencontré dans le cadre, si j'ai bien compris, d'une association que vous parrainez et qui cherche à développer l'édition au Cambodge. Et Sotik, qui vit au Cambodge, il est directeur de cette association. Et ensemble, suite à quelque chose qu'il va vous dire comme ça, si j'ai bien compris, dans les taxis, vous allez entreprendre l'écriture de son enfance, qui est une enfance sous le régime des Khmers rouges et traversée par les traumas liés à la séparation brutale des siens et à la guerre. Et dans ces deux livres, il m'a semblé comprendre, mais je voulais vous questionner sur ça, que vous n'aviez pas à faire chez ces sujets, dans la prise des paroles, vous donnez la parole, mais ce que vous avez en retour, c'est plutôt des bribes, des scènes isolées, des images figées, et liées à ces réels traumatiques auxquels ces deux sujets ont eu affaire. Donc, ce qui s'est dit est dit de manière scandée, et c'est loin d'être un récit, et c'est votre offre, il me semble, l'offre de « Il était une fois ». En tous les cas, pour Sotik, m'a semblé très, très fort, enfin, très frappant.
Et je me demandais si, dans la mesure du possible pour chacun, certes, eux, ils deviennent des auteurs, puisque c'est signé à deux, ces livres, mais si, effectivement, grâce à cette fiction, ils ne devenaient pas aussi eux-mêmes auteurs de leur propre histoire, si vous aviez cet effet-là, un retour, et avec des effets un peu inattendus comme celui de Aya. Après, il y a une raison à chaque fois pour laquelle je l'écris, c'est-à-dire que si j'écris l'histoire d'Aya, c'est que c'était effectivement une histoire de survivante, c'était parce que c'était une amie de Lydie, c'est parce qu'on se retrouvait toujours autour de Lydie, il y avait tout un espèce de contexte, et parce qu'Aya, elle représentait pour moi la vraie Parisienne. Hein. Enfin, c'est pour un tas de raisons qui fait que la ville où elle avait grandi, c'était la ville qui m'avait adoptée, c'était Paris, et que ça parlait de ça. Donc j'avais des raisons vraiment intimes de vouloir raconter cette histoire aussi, parce qu'elle disait une partie de mon histoire. Et alors, curieusement, Sotik aussi, en allant au Cambodge, pourquoi j'accepte d'aller au Cambodge et pas sur la Lune? C'est parce que quand j'avais 15 ans, j'étais gauchiste, parce que c'est ma génération, et j'ai écrit partout sur les murs de mon lycée « Vive la victoire des Khmers rouges », le jour où ils entraient dans Phnom Penh. Après, tout le monde s'en fout, mais moi, je ne m'en foutais pas. Ben, ça m'est resté, c'était toute ma vie, je me suis dit... Alors après, attends, c'est ce qui était le CP, ce qui est devenu les CPE, qui était le surgé à l'époque... nous a arrêtés, nous a attrapés, on l'a traité de nazi, le pauvre. Enfin bon, bref, vous imaginez. Il y a ça, et il y a une partie de la famille de mon père aussi très très fantaisiste, dans une tante de Brive-la-Gaillarde qui ressemblait à une charcutière, qui avait épousé l'avocat du roi du Cambodge et qui était parti habiter à Phnom Penh. J'ai sa photo. Ces deux raisons ont fait, quand on m'a dit « Est-ce que tu veux t'associer pour construire des bibliothèques au Cambodge ?» J'ai dit « D'accord, j'y vais. » Par fidélité familiale et par souci de payer la dette. Et en fait, cette activité dirigée, enfin, ils construisent beaucoup de bibliothèques. Enfin, c'est une association qui édite des livres, mais construit des bibliothèques. Ils construit des quantités partout, dans les écoles, les usines, les prisons, enfin voilà. Et donc là-bas, moi, c'est une chose à laquelle je pensais, il faudra que je fasse quelque chose. Si j'y vais, je ne peux pas juste... Et donc le directeur vient me chercher, me raccompagne dans Phnom Penh en voiture, donc il y a des tas d'embouteillages. Et il me dit, oui, moi j'ai beaucoup de choses à raconter, mais j'ai pas le temps, je travaille trop, comme tout le monde. Tu vois, ils ne font pas parce qu'ils ne font pas parce qu'ils travaillent trop. Et c'est ce qu'il voulait raconter, son enfance sous les Khmers rouges. Et je pensais qu'en Cambodge, ils ne parlent pas de la guerre. Hein. La guerre, c'est un peu art, grosse malheur. On ne parle pas du tout, chape de plomb. Enfin, on a connu ça, donc on n'est pas mal placé pour juger. Et c'est très dommage parce que cette guerre, elle est visible partout, en fait. C'est ce truc qui s'est passé. Et donc, il me raconte cette histoire. Et ce qui avait de génial dans cette histoire, c'est qu'on pouvait la raconter à des enfants. Parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils retrouvent la famille à la fin de la guerre. C'est-à-dire, quand vous lisez l'élimination, par exemple, le livre de Ritipan et Christophe Bataille, même vous pouvez pas, un enfant ne peut pas lire ça. Enfin, c'est le niveau de cruauté et d'horreur qui a été atteint pendant ces presque 4 années. Et pourtant, il faut que les enfants sachent quelque chose. Et alors, l'histoire de Sotik était vachement bien, parce qu'elle était à la campagne. Et en fait, ils ont eu les Khmers rouges avant qu'ils arrivent à Phnom Penh, donc 3 ans avant. Enfin, donc, ils ont eu le tour de vis progressif. Le père était super malin. Donc, en fait, il peut raconter la dictature. On voit, on devine des choses atroces. Mais, à la fin, voilà, il retrouve les frères et sœurs. Et ça, on pouvait le faire pour des enfants. Donc, je lui ai proposé, j'ai passé 3 semaines là-bas, et je lui ai proposé en partant, parce que je voulais savoir si on s'entendrait bien. Et il m'a dit oui, on va le faire. D'accord, on le fait, il était très content. Après, faire ça, c'est quelque chose dont il faut se méfier, parce que ça vous donne un espèce de pouvoir très étonnant, en fait, sur quelqu'un. Parce que ça change les gens. Des fois, je me suis dit, c'est comme si c'est comme de la couture, hein. C'est comme si on taillait un espèce de costume. Vous voyez le costume, un très très bon costume, voilà, qui vous rendrait beau et à la fois qui serait votre costume. Et donc ça a cet effet-là. Ça autorise à prendre la parole. C'est-à-dire une fois que le texte est fait, parce que c'est des propositions à moi, parce que c'est dur d'écrire. Hein. Enfin, c'est compliqué d'écrire, c'est une technique. En fait, les gens, ils écrivent pas seulement parce qu'ils ont eu des enfances traumatiques. Alors en partie oui, mais aussi parce que c'est super dur de raconter son histoire et surtout par écrit. Et donc voilà, et après, quand le livre paraît, mais évidemment, moi j'ai fait des propositions, mais tout a été validé, discuté, et tout ça, donc on ne sait plus à qui sont les mots, même moi, franchement. Donc il y a un moment qui est comme une espèce de deuil pour les deux, ou de revendication, c'est assez bizarre, que ça peut être tendu. Et moi, je fais à chaque fois l'expérience, c'est-à-dire j'agrandis Avec Lydie, c'était apprendre à mourir, quoi. Avec Aya, c'est comment tu te vois en noir, ça c'était vachement bien. Avec Sotik, je ne sais pas. Mais
Et voilà, donc on a tous un travail au moment de la publication qui est assez beau, mais les relations sont restées très amicales à chaque fois. Ça crée un lien qui est super joli. Juste une minuscule question à propos de donc, 100 mois sans toi, pour le coup. Parce que, toujours dans 100 mois, à un moment donné, la narratrice s'adresse à Olivia, la babysitter, et parle de fiction. Et en fait, elles sont en train de parler du projet du livre. Donc voilà comment ça va se passer. Enfin, j'ai la citation sous le nez, mais ça me prend trop de temps. Donc elle lui dit, ça sera sans toi. Enfin, c'est sans toi, c'est-à-dire que je ne sais pas tout de toi, je ne sais pas tout de ta vie, et donc ça va être d'une certaine manière sans toi. Alors, ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit dans votre, parce qu'il y a aussi avec toi, parce que pour le coup, ça se fait quand même dans ce moment de passage de parole. On voit bien qu'il y a certains qui se sont appropriés, comme je le disais. Et donc, comment s'est fait ce passage de sans toi ? Effectivement, parce qu'on est loin de l'exactitude biographique, etc. Il ne s'agit pas de ça. Comment s'est opéré le passage du sans toi au avec toi avec Lydie Violet? Ça marche super bien. Et pourquoi ça n'a pas marché, enfin, moins bien? Pourquoi c'était pas comme ça avec Lydie? Oui. Parce que... Ah oui. La différence, parce qu'il y en a une qui ça marchait, ça fonctionnait, et l'autre non. Ça s'est pas fait avec. Aya, ah si, ça c'est quand même, ouais, c'est vrai avec, sauf qu'à la publication, ouais, à la publication, ça a été super dur. Aya, c'est quelqu'un, je vous raconte l'histoire, mais j'ai le temps, non? Non. Enfin, qui a une enfance super dure, en fait, et elle l'avait raconté à personne, quoi, à personne, des gens avec qui elle s'entraînait depuis 15 ans, qui la connaissaient et tout ça. Elle ne savait pas qu'elle avait perdu son père, qu'elle avait perdu sa sœur, qu'elle avait perdu son frère. Enfin, elle ne savait rien. Et en fait, le livre sort, et moi, elle m'avait raconté, mais elle parlait elle parlait, ça a changé, comme on vide les bouteilles de coca, quoi. Elle disait, voilà, il y a eu ça. Et en fait, et moi, et donc, j'ai été chercher, en fait, ce qui pouvait être Aya. Je sais pas, sur l'immigration malienne, j'ai cherché plein de trucs. J'étais voir son avocat, j'ai été voir tous ses copains, j'étais voir son frère, j'étais voir sa mère. Et après, à partir de ce que disait Aya, on pouvait faire le livre. Et ça avait un côté, j'imagine, un peu... C'était marrant pour elle, voilà, le corriger et tout ça. Mais c'est sûr qu'à la fin, c'est super bizarre. Là où elle est super maligne, c'est qu'elle ne m'a pas tout dit. C'est à garder du biscuit. Donc, mais très bien. Moi, je sais que c'est une histoire qu'on invente. Je sais que c'est une histoire qui est presque... Il y a quelque chose de profondément vrai, et ça dit quelque chose de très légitime et fondé du réel. Mais évidemment que c'est une histoire. Et donc, c'est bien que l'autre garde de quoi faire une autre histoire. Voilà. Et avec Lydie, j'avais pas fait une autre histoire, mais on a fait l'émission radio, et avec Elina, Sans moi, donc l'héroïne de Sans moi. Alors, c'est que cette histoire, ça remonte à il y a tellement longtemps. Maintenant, elle a passé 50, moi je passe 60. Et elle dit, mais on devrait faire un livre toutes les deux, là, on devrait tout raconter, toutes les deux. Une question pour Mazarine Pinjot. Oui. Carolina. Donc, merci beaucoup pour ce texte qui éclaire vraiment avec beaucoup de rigueur ces liens entre vérité et réel tels que vous les déployez donc, dans vos écrits. Et je veux prendre, je trouvais que ces 5 points que vous détaillez, des thèmes récurrents, sont extrêmement bien condensés dans un roman qui m'a beaucoup touchée, probablement dû à mes origines, qui est Théa. Et j'ai remarqué dans ces romans Théa, mais je voulais votre avis sur ça, les poids que vous donnez à la rencontre. Il y a une quête de soi. Théa, c'est une quête de soi, et c'est une quête autour de l'histoire et de la filiation. Mais ça s'est produit suite à une rencontre, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, une rencontre avec un homme mystérieux qui porte, pour les coups, un signifiant qui me semble clé dans ces romans Théa, qui est celui du disparu, de la disparition. Donc c'est un homme, c'est un Argentin exilé en France, et je dis qui me semblait c'était la disparition, les signifiants clés de l'histoire, parce que ça ouvre plusieurs portes, à savoir cet homme mystérieux un peu fantomatique qui est Antoine. Ensuite, il y a la disparition du petit frère, tous les secrets
qu'on sait par la suite que c'est un secret masque, c'est un secret qui masque quelque chose d'autre. Et également elle-même, Théa, qui est une disparue pour elle-même, d'une certaine manière. Donc c'est le signifiant, il me semblait, qui ouvrait toutes les portes, mais qui s'est fait à partir d'une rencontre. Je voulais savoir si voilà, la place de la rencontre comme ce qui me semblait permettre un décentrement de soi, c'est-à-dire là où uniquement à partir d'un décentrement de soi que l'identité peut être questionnée. Il me semblait que la rencontre avait ces vertus. Ces vertus-là. Et ensuite, je voulais vous demander la place qui recèle pour vous les prénoms dans vos histoires. La question du prénom, me semble, c'est assez présent parce que déjà, Théa ne s'appelle pas Théa. Théa, c'est le nom que cet homme va lui donner, alors que lui-même, il porte un faux nom. Et c'est uniquement quand elle est Théa qu'elle peut questionner Joseph, c'est-à-dire son prénom sur sa carte d'identité qui porte les secrets. Et donc, la question du prénom pour vous, d'autant plus que vos 3 derniers romans portent des prénoms des femmes. Oui, alors en effet, je commence par la question des prénoms. C'est vrai, à chaque fois, c'est une question qui est assez centrale dans mes livres. D'abord parce que, et bon, là je le théorise, mais quand je l'écris, ça se passe pas comme ça évidemment, parce que c'est vraiment au cœur de mes problématiques, qui est ce qui vous identifie le plus personnellement. Le prénom, c'est à la fois ce qui vous a été donné, c'est-à-dire ce qui vous appartient pas, quoi. Enfin, ce que vous allez devoir porter toute votre vie en vous identifiant à ce signifiant. C'est aussi celui qui appartient à l'histoire d'autres personnes, celle de vos parents, celle de vos origines. Et je trouve ça tellement énigmatique, cette chose compliquée qu'est un prénom, qui concentre en fait toutes les apories de l'identité, quoi. Enfin, le fait de se réapproprier une histoire qui n'est pas la nôtre, mais dont on est quand même finalement le produit. Et en même temps d'arriver à donner du sens à ce prénom, puisque c'est le vôtre. Alors dans les livres que vous avez mentionnés, c'est aussi des prénoms, il y a aussi des prénoms qui cachent, qui masquent, puisqu'il y a des prénoms de clandestinité. Mais d'une certaine manière, enfin bon, je n'ai pas encore fait le tour du prénom, ni du mien, ni de cette problématique-là en général. Mais tu parlais d'auteur, de la question des auteurs tout à l'heure, et justement d'être auteur et d'assumer, enfin d'aller dans les salons du livre, les machins et tout. Bon, effectivement, ça c'est à la fois anecdotique et en même temps un vrai problème de porter, en fait, celui qui porte ce qu'il a écrit, qui le signe, quoi. Ça envoie la question de l'auteur. Je ne sais pas qui est l'auteur dans ce qu'on écrit. Pour moi, la problématique, elle était assez particulière parce qu'avant d'être l'auteur de mes récits, y compris de mes récits autobiographiques, mon histoire avait déjà été écrite par d'autres. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand tu parlais quand on voulait, enfin que la personne avec qui tu avais écrit pouvait t'en vouloir. Moi, c'est pas la personne avec qui j'ai écrit, parce que j'ai écrit toute seule, mais c'est les gens. Je me dis, mais de quel droit vous autorisez à utiliser cette histoire? Et avant d'arriver à faire comprendre que c'était la mienne, c'était très très compliqué. Mais parce que j'en étais pas tout à fait persuadée moi-même, je crois. Et en fait, le travail d'écriture est un long travail de réappropriation. Mais bon, la question du nom, d'ailleurs, enfin, je vais pas rentrer dans l'histoire, mais mon nom, c'est pas vraiment mon nom, en fait. Enfin, je veux dire, j'ai un nom plus long que celui-ci, mais c'est pas celui par lequel je signe. Donc, ouais, la question des prénoms dans mes romans, elle est à la fois emblématique de cette question ouverte de l'identité, de ce questionnement sans fin, de cette construction, puisque, en effet, vous parlez de Théa, c'est aussi un roman d'apprentissage. Bon, en l'occurrence, dans Théa, elle porte le prénom d'un enfant mort avant elle, donc c'est aussi ça engage encore une autre problématique. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de place, pas d'histoire, parce qu'on lui a jamais rien raconté. Donc c'est ce livre, c'est des parents pieds noirs qui sont aussi des vaincus de l'histoire, donc dont le silence est accrédité par l'histoire officielle à cette époque-là. Et donc, donc elle ne sait ni d'où elle vient, ni qui elle est. Et c'est vrai que c'est là. Et puis, c'est quelqu'un qui
lorsqu'on vous raconte rien, enfin, ça c'est aussi une question que je me pose lorsqu'on est une terre vierge comme ça, lorsqu'on vous raconte rien, est-ce que vraiment la curiosité peut naître et la question de la rencontre, c'est ça que ça a créé du désir en fait. Et c'est le désir qui est le commencement, qui est le point de départ de la quête identitaire, et c'est la rencontre amoureuse qui est absolument... Et c'est le corps qui tout à coup existe, quoi. Et c'est à partir de là qu'elle va pouvoir interroger, parce qu'elle était empêchée de cette interrogation vis-à-vis d'elle-même, comme vis-à-vis de ses parents, comme en général. Donc oui, la rencontre a cet effet-là absolument fondamental. Bon, et puis après, la question des prénoms, enfin, à partir de ces problématiques-là, il y a aussi quelque chose... dès lors qu'on rentre dans des histoires de très romanesques, enfin, au-delà de la problématique qui est le fond et qui produit les différents types de fiction, il y a voilà, la question de l'identité, elle est aussi très romanesque. Hein. Les masques, les doubles, la clandestinité, mais elle s'incarne aussi dans des histoires qui peuvent avoir un répondant dans l'histoire politique. Donc voilà, je trouve que c'est un point un peu nodal, comme ça, la question du prénom qui convoque ces différentes dimensions et qui permet de les traiter, mais de manière très intime, pour le coup. Je voulais vous poser une question qui est un peu générale, en fait, qui concerne les formes de l'écrit, enfin les formes que l'écrit prend chez vous. Mais je voulais partir, comme Carolina l'a fait, de ce roman Théa et de ce que vous avez dit, qui me paraissait vraiment très riche, sur ce réel auquel vous avez affaire. Et vous dites, dans mon cas, vous l'avez dit très clairement, c'est l'enfance. Et tout ce que vous avez pu développer donc à ce propos. Alors, du coup, ça m'a fait penser dans Théa, à ce moment où vous envoyez votre héroïne, donc Joseph Théa, au cinéma, revoir un film qu'elle a déjà vu de nombreuses fois et qu'elle adore, et c'est ce merveilleux film sur l'enfance qui est Fanny et Alexandre. Et à ce moment-là, elle a cette courte phrase qui est qui tombe pile, il me semble, dans notre sujet du jour. « J'avais tant souhaité, moi aussi, avoir la capacité d'imaginer », elle se réfère à Alexandre, la manière qu'il a de fictionnaliser donc, le terrible réel auquel il est confronté. Donc j'avais tant souhaité, moi aussi, avoir la capacité d'imaginer, de construire mon réel. Et j'ai envie de dire, tout est dit déjà là, et c'est ce que vous avez développé sur le travail de l'historien, qui n'a rien à voir effectivement avec celui du romancier, à savoir que le romancier, sa riposte au réel, j'ai envie de dire, ne s'appuie pas, comme vous l'avez dit, sur l'exactitude des faits. Le réel, c'est l'enfance, non pas simplement parce que l'enfance, c'est ce qui est premier, mais dans le sens de infantia, donc ce qui ne se laissera pas écrire. Je trouve ça très beau, donc ce que vous avez lu sur Lyotard. Alors du coup, ça m'avait pensé à un grand texte de la psychanalyse et à un petit héros de la psychanalyse, qui est le petit Hans. J'ai pensé au petit Hans, au cas de ce petit garçon phobique, parce que justement, il y a toute une question sur l'écrit, et c'est pas vraiment à proprement parler une cure, puisqu'il rencontre Freud, mais très peu de fois, et que ça passe par ce que son père, il parle à son père, et son père écrit des comptes rendus qu'il envoie à Freud. Donc il y a ce passage par l'écrit. C'est pas juste la question de l'enfance, mais c'est aussi ce passage-là qui m'intéresse. Alors, donc là aussi, c'est un rapport avec le secret, puisque si on lit attentivement ce cas, c'est très joli. Hans a toujours il a des pensées secrètes, bien sûr, et que son père lui extirpe de manière un peu bourrine, quand même, par moments. Et notamment, il y a un passage savoureux où il en vient, Hans, à dire que sa pensée secrète, ce serait par exemple que sa mère lâche sa petite sœur quand elle lui donne le bain, puis comme ça, elle pourrait se noyer, puis comme ça, il serait tout seul avec sa maman. Et son père, donc, lui dit, mais c'est pas bien, quand on est un gentil petit garçon, de souhaiter des choses pareilles. Et Hans a cette réponse géniale, comme seuls les enfants peuvent l'avoir. Il dit, oui, c'est peut-être pas bien, mais je peux quand même les penser. Je peux quand même le penser, et comme ça, on pourra l'écrire au professeur. Donc voilà, ce passage par l'écrit. Alors je me suis dit en fait que, si vous le permettez, vous êtes un petit peu comme Hans. Vous êtes intéressé, j'ai envie de dire, par ce passage du réel de l'enfance à l'écrit,
hein. Ce réel de l'enfance qui est tissé donc de pensées secrètes, de secrets. Bon, chez vous, ça a pris un relief particulier, évidemment. Donc, je voulais vous interroger de manière assez générale sur les formes, donc, comme je le disais, de l'écrit, des différentes formes que prend votre riposte au réel, justement, à cette infantia, ceux qui ne se laissent pas écrire. Parce que vous vous êtes essayé, votre expérience, justement, pour en venir à ce que Déborah disait au début, vous vous êtes essayé au récit autobiographique, à l'essai, vous avez un essai sur la transparence, au roman. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette expérience-là? Alors, il y a un mot qui me vient quand je vous écoute, c'est pour essayer de répondre, parce que c'est difficile de répondre. C'est la question très bizarre, mais qui s'impose à moi comme quelque chose de très tyrannique. C'est la question de l'exactitude. Je pense que tout le monde, enfin là pour le coup, je pense que c'est une névrose. Hein. Enfin, je pense que tout écrivain n'est pas forcément soucieux d'exactitude, et en plus de quelle exactitude on parle. Justement, il ne s'agit pas de décrire un fait de manière exacte. Ça. Il y a comme quelque chose qui est, si je perds l'exactitude, je perds le réel, enfin le réel de ma fiction. Enfin, si je perds l'exactitude, tout va s'effondrer. Si je perds l'exactitude dans la phrase, si la phrase elle n'arrive pas exactement à cet endroit-là, si la forme elle n'est pas parfaitement exacte par rapport à ce que je veux dire, enfin ce que je veux dire, ce qui doit se dire, indépendamment de moi, alors c'est rien. Enfin, une sorte comme ça de truc un peu binaire, pour le coup pas très symbolisé, entre une sorte d'exigence d'exactitude, comme si le réel n'était tenu que par l'écrit, quoi, enfin que par la forme, et que si cette forme commençait à chavirer, alors il ne resterait rien du réel, enfin, il ne ferait que se défaire, et c'est une immense angoisse. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais que j'avais pas beaucoup d'imagination. Alors après, ça se travaille l'imaginaire, enfin, mais il faut jamais trop s'éloigner du vrai, parce que sinon, mais bon, ça après, je pense que quand, enfin, j'arrive à essayer de le comprendre, mais si on ne tient pas le récit de ce vrai, enfin, qui est donc encore un vrai, je sais pas, enfin, c'est difficile de le définir exactement, mais alors on le perd, quoi. Comme s'il n'y avait que la parole qui pouvait maintenir le réel. Et il y a cette chose-là que je ressens de manière très, très tyrannique. Et ce qui fait que quand j'écris, c'est épuisant, parce que il y a ce truc-là qui est comme si, qui est un peu, quelque chose aussi peut-être un peu de toute puissance, parce que comme si j'y arrive pas, tout va s'effondrer, ben, non, rien ne va se passer, évidemment, mais quand même, il y a ce truc-là. Alors que la question de la forme, ensuite, qu'elle soit romanesque, plus scientifique, entre guillemets, ou plus théorique, ou plus... d'une certaine manière, la forme romanesque est plus libre que la forme du récit plus autobiographique. Enfin, du récit, c'est même pas un récit en fait quand je travaille, c'est plus impressionniste, tout ce qui est autobiographique. Mais disons que la forme, pour le coup, sur tout ce qui relève de l'autobiographie, là, est encore plus tyrannique que celle qui est convoquée dans un roman, où la difficulté du roman, alors là, pour parler de questions plus techniques, c'est comment arriver à tenir ensemble la totalité et le détail. Moi, c'est toujours ma problématique, c'est-à-dire le souffle, enfin, le rythme, la langue et la narration, la structure, et néanmoins la phrase. Je trouve que c'est quelque chose qui m'écartèle à chaque fois, parce que ça ne demande pas du tout les mêmes, ce ne sont pas du tout les mêmes exigences. Et ça ne fait pas du tout appel aux mêmes régions de l'esthétique ou de travail. Et donc c'est très difficile d'arriver à conduire ensemble cette ambition narrative qui est toujours de l'ordre d'un geste créateur comme ça, un peu ample et inquiétant, enfin, et angoissant, parce qu'on pense, enfin, c'est toujours, tant qu'il n'est pas terminé, bon, on peut toujours en douter. Et la précision du mot qui là vient en revanche convoquer cette exactitude dont je parlais tout à l'heure, et qui fait que si c'est pas ça, mais alors on n'a rien dit. Si on n'a pas dit exactement, c'est qu'on n'a rien dit.
Et voilà, moi, c'est la difficulté à laquelle je suis confrontée à chaque fois que j'écris, avec cette angoisse, aussi qu'une fois qu'on a terminé un livre, peut-être que ça reviendra jamais, quoi. On ne sait jamais quand ça se finit, parce que même quand il n'est pas fini, peut-être qu'il n'existera pas. Et une fois qu'il est fini, bon, après c'est encore une autre histoire. Mais voilà, c'est toujours cette question aussi de la bonne. Bon, pardon, je parle un peu de manière associative, là, pas de manière très logique, mais c'est aussi, en fait, je crois, la question de la bonne distance, à la fois par rapport à ce qu'on écrit, surtout quand on écrit des choses un peu intimes, d'être exactement au bon endroit pour pas se mettre ni trop en danger, et puis pour en faire œuvre, quoi, pour transformer cette chose-là en un objet. Et en même temps, la bonne distance aussi par rapport à ces livres, à la fois dans l'écrit, à la fois dans l'objet une fois qu'il existe, et puis après, dans les salons, lorsqu'on rencontre les lecteurs. Cette question de la bonne distance aussi, elle est très compliquée à résoudre. C'est une pratique. Merci beaucoup. Bien, nous sommes arrivés quasiment à l'heure de fin de cette table. Néanmoins, nous allons essayer de donner la parole à la salle. S'il y a une question pour Mazarine Pinjot ou Marie Desplechin, avant que nous concluions cette matinée. Oui, une question. François Le Guil. Oui, c'est une question que je pourrais tout à fait poser aux deux intervenantes, étant donné la profondeur avec laquelle elles nous ont parlé de l'écriture comme nécessité. Toutefois, je vais la réserver à Madame Pinjot à cause d'une phrase qu'elle a prononcée qui m'a frappé. Le réel, c'est l'enfance. Vous l'avez après complété par votre propre commentaire et par celui de Lyotard. Pour un certain nombre d'entre nous ici, si ce n'est pour la majorité, le réel, c'est l'enfance où nous adorions lire et détestions écrire. À commencer par quelques mots, même pour la fête des mères ou la fête des pères. Donc j'imagine que vous aimez écrire. Et vous avez même à plusieurs reprises, c'est un adjectif que vous avez employé, dit que c'était pour vous un amour tyrannique. J'espère que vous ne trouverez pas ma question indiscrète. Elle est en tout cas plus naïve qu'indiscrète. Je vais la poser brutalement. Ça vous est venu à quel âge ? Tôt. Tôt, mais parce que je pense... La question de l'écrit aussi, évidemment, elle a son importance. C'est qu'on formule, alors justement, sans doute de manière plus précise qu'à l'oral. Bon, alors, après, choisir le métier de prof devrait démentir cette assertion. Mais en tout cas, l'écrit, c'est pas du tout la même adresse que l'oralité. Donc, comme moi, je parlais pas beaucoup. Même, je savais pas parler, quoi. Vraiment. Il y a une sorte de... J'avais rien à dire et je savais pas parler. L'écrit, c'était un lieu où j'avais plus de choses à dire. Ou en tout cas, il y avait quelque chose qui se disait, même si rien n'était raconté. Moi, le problème, c'était raconter, surtout, au départ. Je ne pouvais pas raconter. Alors, c'est très difficile de parler sans rien avoir à raconter. Et encore plus d'écrire. Mais l'écriture, c'est différent parce qu'il y a une matière. Il y a la matière du langage, il y a la matière des mots. Et d'une certaine manière, elle peut se passer, cette matière de récit ou de quelque chose à dire. Elle peut se passer de transitivité. Et donc, moi, j'ai commencé à écrire des poèmes vraiment très formidables, affreux, comme normal de commencer comme ça. Certains sont très doués très tôt, ce n'était pas mon cas. Mais en tout cas, le poème était beaucoup plus un lieu de possibilité pour les mots, parce que justement il y avait cette matérialité-là qui retenait toute forme de transitivité, mais qui exprimait quand même quelque chose, et ça me semblait être un bon compromis. Mais... Merci. Marie Desplechin, peut-être une petite réponse là-dessus. Juste une réponse et ensuite Fabien Saint-Jacques posera sa question. Ouais, moi je pense que dans l'enfance, les gens aiment bien écrire. J'ai beaucoup dans les écoles. Ils lisent pas du tout, mais ils écrivent sans arrêt, c'est épouvantable. C'est pas...
Et j'ai commencé à écrire très tôt aussi. Merci. Fabien Fanjwax. Oui, c'était juste une petite question. Vous n'en avez pas tellement parlé toutes les deux, mais autour de l'autofiction. Enfin, vous avez évoqué ça au passage, Mazarine Panjot, parce que l'autofiction, c'est quand même les genres les plus répandus aujourd'hui en littérature. Et bon, vos romans ne vont pas justement dans ce sens. Donc, je trouve que c'est justement intéressant de voir comment, dans les termes que vous avez évoqués, la vérité, surtout vous, Mazarine Panjot, la vérité comme nous éloignons du réel, la différence entre la vérité et l'exactitude, ce sont des termes très proches quand même de la pratique analytique. Et donc, ma question finalement, c'est, enfin, quel est votre avis sur l'autofiction? Moi, j'ai une idée, mais bon, je vais pas, je vous la soumets pour alors quelques minutes qui nous restent. J'ai l'impression que parfois, pour certains écrivains, l'autofiction est une manière de traiter par l'écriture, par la fiction, justement un réel par lequel l'écrivain est habité et travaillé. Mais bon, je voulais plutôt avoir votre avis à vous, si c'est possible. Bien. Vas-y, non, vas-y. Non, vas-y. Mais non, moi, je fais pas de... c'est vachement difficile comme question. Ouais. Nous allons prendre l'expression, la modalité que nous avait proposée Marie-Hélène Bousse pour répondre à cette question. Peut-être un mot chacune. L'autofiction, c'est quoi? Ah, même pas. Oui. Ouais, mais l'enfance comme inappropriable, parce que c'est pas l'enfance. C'est compliqué, un seul mot. Hein. C'est vrai qu'on est tenté de qualifier. Ouais. Bah ouais. Ah ouais. En un seul mot. Avec un tiret, comme ça résout le problème. Non, mais juste sur l'autofiction, enfin, très très rapidement, parce que en fait, moi, j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire exactement, pour dire la vérité. Toute la littérature est de l'autofiction, d'une certaine façon. Et je trouve que la façon dont on entend l'autofiction aujourd'hui, mais c'est pas très technique ce que je veux dire, parce que il faudrait arriver à définir ce que c'est. Enfin, quand je dis toute littérature est autofiction, toute littérature part de soi et crée de la fiction. Et le soi est plus ou moins transformé, oublié. Enfin, mais l'autofiction, je trouve que ça va plutôt dans un sens... Enfin, j'ai l'impression, hein, dans ce que moi je peux lire, mais après il y a plein de formes d'autofiction, donc c'est pas une théorie globale, encore une fois, mais qu'il y a quand même une manière de rabaisser et la fiction et l'auto, quoi. C'est-à-dire que c'est de ramener la fiction sur quelque chose, pour le coup, de très... de très réel, mais dans un sens assez pauvre, mais dans ce que ça produit de pire, hein, parce que l'autofiction peut aussi produire des trucs formidables. Donc, mais j'aurais du mal à définir ce que c'est qu'exactement l'autofiction. Bon. Ensuite, un seul mot, je t'ai donné le temps de réfléchir, c'est de la triche. Alors, pour Marie Desplechin, l'autofiction? Non, mais quand j'avais fait les bouquins, donc avec les gens dont je parlais, il y avait une fille qui avait dit ah oui, c'est un genre très intéressant, c'est l'alterfiction, ce qui était assez bien, voilà. Et ça me convenait très bien. Bah ça, c'est bien, l'alterfiction. On va s'arrêter là-dessus. Merci à toutes les deux.